Le temps de réaction en cas d'intervention est crucial. Les incidents majeurs impliquant un toxique chimique n'échappent pas à cette règle. Une urgence qui nécessite des entraînements communs pour tous ceux qui sont appelés à intervenir dans ces cas-là. Risques connus, composants nécessaires à une réponse globale. Monsieur le Président, l'invité que vous allez nous présenter va nous préciser tout cela. Merci. Le pharmacien chef de service de classe normale, professeur Frédéric Dorandeux, est actuellement le chef de la division recherche et innovation au sein de la direction de la formation, de la recherche et de l'innovation du service de santé des armées françaises. De juillet 2019 à janvier 2023, il a été le directeur adjoint de l'Institut de recherche biomédicale des armées à Brétigny-sur-Orge, après avoir tenu au sein de l'Institut différents postes comme chef d'unité ou chef de département. Le professeur Dorandeux est spécialisé en neurotoxicologie. Il a conduit des recherches sur la physiopathologie et le traitement des atteintes par différentes toxines, puis toxiques chimiques de guerre. Il est professeur de l'école du Val-de-Grâce et ancien titulaire de la chaire de recherche appliquée aux armées. Il a conçu et dispense des enseignements et formations dans le domaine de la défense médicale contre le risque, NRBC, c'est la traduction française de CBRN. Pendant 14 ans, il a exercé des fonctions de conseiller technique du directeur central du service de santé des armées pour les questions relatives à la défense médicale contre les risques chimiques. Il est depuis 2015 membre titulaire de l'Académie nationale de pharmacie. Il a signé ou co-signé plus d'une centaine d'articles et de chapitres de livres en anglais ou en français. Mon général, la parole est à vous. Merci, mon général. Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, mon général, Mesdames et Messieurs, chers collègues, consoeurs et confrères, c'est avec une très grande joie que je suis parmi vous aujourd'hui. C'est un grand honneur que vous me faites de nous avoir invités. Je remercie vivement le général Beerings pour sa sollicitation ainsi que votre compagnie pour un accueil splendide hier notamment. Alors, membre titulaire de l'Académie nationale de pharmacie, c'est aussi une occasion pour moi finalement de contribuer modestement aux interactions entre nos deux compagnies, puisqu'elles existent déjà. Donc je vais vous parler des incidents majeurs impliquant un toxique chimique et quelques défis des réponses. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Accidents majeurs impliquant un toxique chimique, on peut imaginer qu'ils soient accidentels et puis ils peuvent être aussi provoqués, que ce soit du terrorisme, de l'assassinat ou bien sûr des actions de guerre. Ne sont pas toujours associés à des explosions, mais ils peuvent l'être. Et les conséquences, bien sûr, sont humaines dans un premier temps. Elles peuvent être très très importantes. Tout le monde se rappelle, je pense, de l'accident industriel de Bhopal en Inde. Elles peuvent être aussi environnementales, principalement, et on pense à Seveso en 1976, où l'impact a été surtout environnemental, et puis également économique, avec des impacts des fois directs ou indirects, et qu'on mesure parfois très mal. Et je prendrai l'exemple, je reviendrai tout à l'heure, sur la tentative d'assassinat de Sergei Skripal à Salisbury, en Grande-Bretagne, en 2018, où les conséquences économiques sont majeures, avec probablement plusieurs dizaines de millions de livres sterling de coûts induits, alors que les conséquences humaines ont été heureusement assez limitées. Dans ces événements, on peut imaginer la désorganisation, du stress, même parmi les premiers intervenants, et de nombreuses victimes. Trois idées fortes que je voudrais développer dans cette communication, c'est d'abord que la menace, elle est concrète, elle est permanente, il y a un usage décomplexé par un certain nombre d'acteurs, d'agents chimiques anciens et d'autres plus nouveaux. Il y a de nombreux défis, de nombreux enjeux, et j'aborderai deux réponses. La réponse au travers de la formation et de l'entraînement, et la réponse au travers de l'activité de recherche et développement. Nous fêtons cette année les 30 ans de la signature à Paris de la Convention d'interdiction des armes chimiques. Malheureusement, depuis les 30 dernières années, on a vu l'utilisation de produits chimiques toxiques par des groupes terroristes, la secte Aoun, par exemple, en 1994 ou 1995, du sarin, un neurotoxique. On a vu également l'emploi par les États parties de la Convention d'armes chimiques, notamment en Syrie, avec l'usage de sarin sur la population civile. Donc de vieux agents hypérites, synthétisés au XIXe siècle, utilisés pour la première fois à Ypres, en Belgique, en 1917, le sarin, neurotoxique organophosphoré, synthétisé par l'Allemagne nazie dans les années 30 et malheureusement donc utilisé par les terroristes ou en Syrie.
Et puis l'agent VX ou A4, synthétisé dans les années 50 et qui a servi à assassiner le demi-frère du leader nord-coréen en 2017. Donc des vieux agents. Mais également des nouveaux agents, avec ces Novichok en particulier, ces nouveaux types de neurotoxiques organophosphorés. Ce sont tous des inhibiteurs de cholinéstérase. Et donc, 2018, Salisbury, la tentative d'assassinat de Sergei Skripal, avec une victime collatérale, sa fille Yulia, et quelques mois plus tard, malheureusement 2 personnes, dont une décède, pour avoir retrouvé le flacon qui avait servi à disperser l'agent. 2020, Alexei Navalny, également un agent de Novichok. Finalement, c'était des agents qui n'étaient pas si nouveaux, puisque Mirzayanov, en 2008, un dissident soviétique, mentionnait qu'il y avait eu ce programme dans les années 70. Des agents aussi qui sont nouveaux mais qui ne sont pas tout à fait, les dérivés fentanyloïdes, synthétisés par Janssen en 1960, utilisés largement en médecine vétérinaire, médecine humaine, mais utilisés également en 2002 par les forces de sécurité intérieure russes à Moscou. Rémifentanil, carfentanil, et puis, depuis 2007 en particulier, la crise des opiacés, la crise des opioïdes, déclarée par le président des États-Unis, du fait de la vague énorme d'intoxication avec ces dérivés fentanyl. Dérivés fentanyl synthétisés donc essentiellement par des mafias, avec une attention particulière portée sur ces agents. Dans les années fin 2017, là, on avait fait une étude sur 10 ans pour voir si, effectivement, sur le centre antipoison de Paris, on détectait déjà un début d'émergence de cas importants d'intoxication fentanyl. Nous n'avions pas pu mettre en évidence de modification. Néanmoins, l'article plus récent que je cite aussi, lui souligne qu'il faut porter une attention toute particulière à ça. La DEA américaine, donc la Drug Enforcement Agency, a aussi tout récemment rapporté des cas très inquiétants d'association fentanyl avec de la xylazine, qui est un alpha-dégoniste central particulièrement puissant. L'OIAC a récemment, en 2021 finalement, sorti un texte très important parce qu'ils interdisent l'usage d'agents agissant sur le système nerveux central à des fins de maintien de l'ordre. Ça, c'est une étape importante. Ces agents de Novichok, ces agents pharmaceutiques, finalement, sont identifiés par l'OTAN dans la dernière politique de défense NRBC de l'OTAN comme étant des menaces. Malheureusement, on peut aussi craindre de futures menaces, et l'apport en particulier de l'intelligence artificielle peut nous faire craindre des évolutions très délétères. J'ai cité simplement cet article, où en 6 heures, ces auteurs ont été capables de synthétiser, d'imaginer 40 000 molécules. Donc, on peut imaginer une sélection plus rapide d'agents toxiques. Heureusement, entre la synthèse et la structure de la molécule et un emploi délétère, il peut se passer quand même beaucoup de temps. Et c'est une chance pour nous, mais c'est un point d'attention quand même. Incident majeur, je reviens là-dessus, avec quelques éléments. Donc, désorganisation, j'en ai déjà parlé. Quand on parle beaucoup d'armes de destruction massive, d'ailleurs, qui est un mauvais terme, malheureusement trop employé, à la base, c'était des weapons of mass destruction, donc des armes de désorganisation massive. Le stress, la communication difficile, notamment en zone d'exclusion, sont des sujets d'importance. La faible expérience finalement que tout le monde a sur des événements d'ampleur, même si on est entraîné, on n'a pas forcément l'expérience de la situation. Et puis, il peut y avoir de nombreuses victimes qui mettent en péril l'équilibre avec le soutien médical. Parmi les éléments de réponse, bien sûr, la doctrine, l'organisation, vous avez mentionné tout à l'heure l'organisation en Belgique, je ne vais pas revenir sur celle qui est en France, nous avons des doctrines interministérielles également. J'insisterai plutôt sur 2 enjeux. L'enjeu de reconnaissance très rapide que l'événement est chimique. On a besoin de formation dans ce domaine. Et l'enjeu aussi de savoir mobiliser sous stress ses compétences, avec le développement d'aides cognitives, et ça me permet d'aborder un outil qu'on a développé avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la chaîne de survie NRBC. Les aides cognitives, il y a un certain nombre d'études dans la littérature qui montrent que les aides cognitives de type checklist vont être, en milieu médical, vont aider les praticiens en situation de stress,
vont améliorer leur adhésion au protocole de soins et vont améliorer la communication au sein des équipes. Dans le cadre du sauvetage au combat, l'armée française a développé cet acronyme Safe March Ryan, où chaque lettre correspond à une action à mener. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris ça a d'abord travaillé autour de la chaîne de survie de l'arrêt cardiaque, et partant de là, finalement, s'est dit on a aussi besoin de développer une chaîne de survie de l'événement NRBC, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec eux pour développer donc cette chaîne de survie, le DUS-DAO. Le DUS-DAO, c'est l'acronyme que l'on enseigne maintenant et qui permet aux premiers opérateurs, pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ce sont les pompiers, mais on s'en sert également dans les armées, pour que l'opérateur qui n'est pas forcément parfaitement au fait du fait NRBC puisse retenir toutes les étapes essentielles. Et on en a fait une traduction anglaise avec puissance dans le terme, parce que I am Thor, comme le roi, le dieu viking. Alors, le DUS-DAO, c'est DU pour la décontamination d'urgence, le S c'est pour la symptomatologie, importance du toxidrome, le T pour traitement, le DA pour la décontamination approfondie, HO pour l'évacuation vers l'hôpital, et la partie anglaise, la Immediate Decontamination, Assessment, Medication, Thorough Decontamination, Hospital et Re-evaluation. On avait besoin d'un petit R pour faire tordre à la fin. Donc cette chaîne de survie, elle permet vraiment aux opérateurs de garder en tête toutes les étapes qu'il faudra mettre en place sur le terrain. J'ai pu coordonner également ce travail, Tromcast. C'est une série qui a été lancée par l'hôpital Percy à la suite des attentats de 2015. Chaque épisode traite d'un événement traumatique particulier et c'est pour les militaires l'occasion de partager leur expertise. Et donc j'ai pu coordonner l'épisode 16 sur l'agent chimique et on a combiné ainsi sur un petit film de 10 minutes à la fois le DUS-DAO, la chaîne de survie NRBC, et le Safe March Ryan du sauvetage au combat. La chaîne que je vous ai indiquée, l'adresse YouTube. L'identification rapide du toxidrome est importante, et ça c'est un travail qui a été réalisé par un Américain, et il y avait un article en 2018 sur le Toxidrome Recognition, Mechanical Weapons Tags, et ils viennent de sortir le petit film YouTube, disponible gratuitement, qui présente quelques petites erreurs, mais pour le grand public, je pense que c'est intéressant à visionner. Besoin de formation d'entraînement, donc on a vu avec les aides cognitives notamment, donc formation NRBC bien entendu, mais aussi formation NRBC médicale. Il faut que nos opérateurs, quels qu'ils soient, puissent avoir une formation de base NRBC et également sur les gestes médicaux. Vous avez souligné ce matin pour les interventions l'intérêt aussi de l'interservice, c'est essentiel. Les formations interservices, les entraînements interservices sont bien développés en France, que ce soit sur des exercices sur le terrain ou des exercices également en salle, avec des approches que vous connaissez très certainement comme les MIMS, Major Incident Management Support, ou MRMI, Medical Response to Major Incident, qui donnent des clés de fonctionnement interservice sur des scénarios de catastrophe. La victime chimique pourra être contaminée, donc on aura des besoins de décontamination. Elle pourra être intoxiquée, on aura besoin de traitement. On aura probablement besoin de faire du triage et on aura bien sûr besoin de les évacuer. C'est le troisième point de mon intervention sur les besoins de recherche et développement et d'innovation. J'aborderai simplement trois aspects: le triage de nombreuses victimes, la décontamination et la prise en charge thérapeutique et le développement contre-mesures médicales. Dans le domaine du triage, quelques exemples de littérature récente avec des développements qui me paraissent tout à fait intéressants. Par exemple, l'utilisation d'intelligence artificielle pour aider le clinicien au diagnostic. Bon, c'est classique dans beaucoup de domaines de la médecine maintenant. Il faut pouvoir l'adapter au monde NRBC et chimique en particulier. Le développement de systèmes de triage aérien par drone, c'est particulièrement intéressant si on doit éviter d'arriver dans une zone d'exclusion pour faire une première évaluation de la situation. Alors bien entendu, si on est en zone de combat, il est probable que les drones ne puissent pas forcément fonctionner parce qu'ils pourraient être brouillés,
mais dans une situation de médecine de catastrophe, disons hors situation de guerre, c'est certainement des approches qui peuvent être intéressantes. Et puis des outils informatiques, bien sûr, qui peuvent aider au triage. Dans le domaine de la décontamination, première étape, c'est toujours le déshabillage, ça, quel que soit l'agent. Et ensuite, on va pouvoir soit faire de la décontamination sèche, avec par exemple de la terre à foulon. Et là, dans ce domaine-là, beaucoup de recherches également pour avoir des particules, par exemple des nanoparticules d'oxyde métallique, qui vont détruire le toxique et pas simplement l'absorber. La décontamination aqueuse, c'est la douche. Je ne sais pas, il y a peu de recherches pour avoir un développement à faire dessus. La décontamination non aqueuse, pour la différencier de la douche, ça va être tout ce qui est gel, hydrogel, avec des recherches tout à fait intéressantes. J'avais été épaté par une étude en particulier sur l'intérêt de suspension aqueuse d'argile qui se révèle plus efficace, au moins in vitro, que de l'argile en poudre. Donc des besoins de recherche et de développement importants. Nombreuses victimes veut dire qu'on aura besoin d'aller vite dans la décontamination médicale approfondie. Et une des façons d'aller vite, c'est aussi d'identifier ceux qui sont contaminés de ceux qui ne le sont pas. Et également, là c'est une voie de recherche intéressante, comment identifier rapidement sur la surface d'une tenue, de la peau, est-ce qu'il y a contamination ou pas, pour aller plus vite et donc gagner en efficacité sur la prise en charge. Dernier point de cette partie-là, après donc, le triage, après la décontamination, le traitement. Face à des menaces connues ou inconnues, il faut développer des contre-mesures médicales. Simon a parlé tout à l'heure de la localisation des stocks, etc. Ça, j'en parlerai pas ici, mais effectivement, c'est un vrai sujet. On a besoin de recherche et développement, d'innovation, notamment pour la conception de contre-mesures médicales à spectre large. Il ne faut pas être démesurément optimiste, ça sera très compliqué d'avoir vraiment du spectre large, mais on peut tenter. Protocole de soins et monitorage du patient, ça c'est surtout important, je pense, sur le terrain, où on aura éventuellement des durées d'évacuation qui sont très longues. On n'aura pas nécessairement une présence médicale à toutes les étapes. Donc on aura besoin peut-être de donner à des auxiliaires sanitaires, des infirmiers, des protocoles de soins pour permettre la continuité du traitement, avec un monitorage du patient, qui se fait de plus en plus maintenant, mais avec des monitorages peut-être spécifiques. Et puis un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est celui des blessures combinées, pour lequel il y a très très peu d'études. On a commencé un certain nombre de recherches sur ces atteintes combinées, puisque la victime LRBC ne sera pas uniquement intoxiquée ou contaminée, sera probablement blastée, polycriblée ou autre. Donc là, je vous rassure, c'est une photo d'un exercice que j'avais conduit en 2011, où la personne est très bien grimée, elle a perdu ses jambes dans un accident, mais indépendamment bien sûr d'un attentat, mais ça donnait du réalisme à la situation et à la prise en charge de ce type de blessé. Disposer des contre-mesures médicales adaptées, on a parlé tout à l'heure également de la question des matières premières, de la difficulté qu'on peut avoir sur certaines ressources. Je citerai simplement deux travaux de l'Académie nationale de pharmacie sur la pénurie de médicaments et sur la disponibilité des médicaments. Pas du tout spécifique au NRBC, mais très global. Il faut également de l'argent. Un rapport biétechnique, Académie nationale de pharmacie et de médecine, sur le financement là, c'est de la recherche. Et puis j'avais pu co-diriger une thèse universitaire en économie sur la question justement d'essayer d'identifier quels étaient les leviers possibles pour intéresser des entreprises à développer des contre-mesures médicales, en particulier des antidotes, qui ont un marché de niche et qui ne représentent pas d'intérêt pour les grandes firmes pharmaceutiques. Et donc, on a essayé d'identifier quelques-uns des leviers possibles. C'est vraiment un travail qui doit être continué. Il y a assez peu d'études économiques, en fait, sur ces sujets. En conclusion, donc, menaces concrètes, permanentes. On a cet usage décomplexé par un certain nombre d'acteurs. Et puis, on a des enjeux émergents de santé publique avec ces fentanylides, ces opioïdes de synthèse, qui, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte. Les défis en jeu, avec une réponse au travers de la formation, entraînement individuel, collectif et interservice. Et puis, bien sûr, la recherche et du développement indispensable avec un financement adéquat. Pour en savoir plus, nous organisons la 6e conférence internationale de recherche et développement
recherche et innovation dans le domaine de la défense NRBC. Cette année, en 2024, ça sera à Strasbourg. Donc, ce qui permet de réunir des équipes scientifiques, des opérateurs de terrain et des industriels autour de conférences scientifiques, avec des symposiums qui seront intéressants, je suis sûr. Et cela conclut mon intervention. Merci beaucoup, mon général. Je propose à l'audience de poser une ou l'autre question. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la recherche sur les antidotes des neurotoxiques ou admettons, comment voyez-vous développer cette recherche? Alors, sur les neurotoxiques, on a la voie principale, c'est la réactivation des cholinésterases. Donc, avec certains agents, on a malheureusement l'impossibilité de réactiver pour différentes raisons de mécanismes ou de faible interaction entre la molécule médicamenteuse et l'agent. Donc ça reste une voie importante, et en particulier des médicaments de type oxyne qui pourraient passer la barrière hémato-encéphalique de façon à réactiver également les cholinésterases au niveau du système nerveux central. Donc ça, ce sont des voies de recherche importantes. Ça sera long et difficile. J'ai toujours l'habitude, beaucoup de pays attendent une molécule qui s'appelle l'HI6. J'ai toujours l'habitude de dire, oui, c'est important, mais la molécule a été synthétisée, j'avais 1 an. Donc ce sont des fois des développements, pour plein de raisons, des fois de dizaines d'années ou plus. Et donc, oui, il y a une recherche active, beaucoup de pays, en interaction d'ailleurs au sein de programmes otaniens, par exemple, ou l'Union européenne, on essaye collectivement de trouver de nouvelles molécules thérapeutiques. Voilà, mais ça reste quand même très compliqué, et surtout, les organophosphorés, c'est une famille très vaste. On a l'impression qu'on partage tous un mécanisme d'action, mais derrière, chaque molécule est quasi unique dans sa toxicocinétique, son fonctionnement précis, et donc on aura du mal à avoir la magic bullet, la CMM universelle qui nous traitera. Merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport à l'importance de ces données dans les cursus de base, même en médecine. Je me demandais si en France, il y avait dans le cursus de base en médecine des informations qui étaient sur ces aspects, peut-être en pharmacie aussi. Est-ce qu'il me semble que ça revêt quand même une importance très grande et probablement davantage encore aujourd'hui? Alors, globalement, je pense qu'il y a assez peu de choses qui sont faites. Le service de santé, pour la dernière, pour ses futurs médecins généralistes, vient de créer une formation spécialisée transverse, une FST, qui concernera justement la médecine de guerre et les situations sanitaires exceptionnelles, ouvertes en priorité bien sûr aux médecins militaires, mais qui sont ouvertes aussi aux praticiens civils, où on abordera un peu plus précisément effectivement les aspects NRBC. Sinon, effectivement, dans certains BES, en fonction de certaines universités, on peut avoir des modules où on aborde un tout petit peu les aspects NRBC, mais sinon c'est pas le NRBC, c'est très vaste, et donc quand on dit NRBC, il y a des choses en infectiologie qui sont traitées, englobées, il y a des choses dans le domaine de l'irradiation aussi probablement, mais sous le terme NRBC proprement dit, il y a certainement encore des choses à développer. C'est pour ça qu'on développe ici toutes ces films, supporter la logique, faire proximité également le monde civil de l'expertise militaire. Je pourrais passer par la personne de Zoom. Merci, professeur.